Alors, on va s'intéresser à la question. Donc, on va étudier aujourd'hui donc le rapport entre guerre, État et société. Donc, voici, voilà, le PowerPoint. Donc, je le laisse, hein, je ne le mets pas en plein écran, je le laisse comme ça. Alors, guerre, État et société, donc dans la période du gouvernement personnel de Louis XIV. Alors, pour commencer, voyez cette image qui est une gravure qui a été réalisée par Jacques Callot, CA2LOT, un graveur lorrain, en 1633. Alors pourquoi faire référence à une gravure de 1633 pour étudier la période 1661-1715? C'est qu'en fait, Jacques Callot, il a réalisé une gravure donc, qui s'appelle Les Misères de la guerre et qui est devenue une véritable référence tout au long du XVIIe siècle. Il est fréquent, d'ailleurs, plusieurs graveurs continuent à faire référence à Jacques Callot parce qu'il cristallise une représentation de la guerre et surtout une représentation des violences de la guerre exercées sur les populations civiles, les scènes de pillage en particulier. Alors, ces gravures de Jacques Callot, elles se terminent par celle-ci, où là, donc, vous voyez la légende en bas, cet exemple d'un chef plein de reconnaissance qui punit les méchants et les bons récompense, doit piquer le soldat d'un aiguillon d'honneur, puisque de la vertu dépend tout leur bonheur, et qu'ordinairement ils reçoivent du vice la honte, le mépris et le dernier supplice. Alors, en fait, cette gravure, j'ai tendance à dire qu'elle encadre un petit peu justement ce qui va être... Alors, je ne veux pas dire que Louis XIV s'en inspire, hein, mais ça exprime très bien la façon dont Louis XIV a cherché à encadrer l'armée, à la discipliner plus, notamment dans les années 1660. Et donc là, vous voyez cette figure du roi qui punit les méchants et qui récompense les bons. Alors, si on revient... la série des gravures de Jacques Callot, il y en a 18. Hein, donc, vous voyez, les misères et malheurs de la guerre, ça c'est le titre. Et parmi les scènes qui sont... Alors, ça c'est une scène de guerre classique. C'est pas tellement ça qui intéresse Jacques Callot. Il n'y a que 2 gravures qui représentent les scènes de bataille. En revanche, l'essentiel des gravures, c'est ça. Ça, c'est une scène de pillage. Donc, voilà comment l'État va surmonter le désordre provoqué par la guerre, mais on va le voir malgré tout de façon limitée. Donc voici le plan. Alors, nous allons voir comment la guerre contribue à la définition de la souveraineté du roi. Ensuite, comment la guerre contribue à la construction de l'État. L'essentiel, la problématique essentielle étant celle qu'on a vue avant, c'est comment contrôler une armée de plus en plus nombreuse et de plus en plus professionnalisée. Et enfin, malgré tout, même si la souveraineté du roi se renforce par la guerre et même si l'État se construit par la guerre, eh bien, il ne faut quand même pas oublier que la guerre, c'est quand même une entreprise de violence, c'est une entreprise de destruction et qui a une dimension quand même très ambivalente. C'est pour ça que nous verrons dans la 3e partie construction et destruction. Alors, première partie, donc, le roi de guerre. Alors, l'expression roi de guerre, c'est une expression qui a été formulée par l'historien Joël Cornette. Et ce qui est très éloquent, c'est le sous-titre « Essai sur la souveraineté dans la France du grand siècle ». Alors, la souveraineté, vous avez par exemple cette conception de la souveraineté qui est formulée alors, par un Italien qui en 1689 écrit un ouvrage contre la politique, contre les relations internationales, la politique de relations internationales menée par Louis XIV et surtout sa politique de guerre. Alors on y reviendra un peu tout à l'heure. Mais, voyez sa définition, la souveraineté consiste proprement à pouvoir faire la guerre, la paix et la guerre quand on veut. Alors, justement, on le verra tout à l'heure, ce que Gregorio Leti critique, c'est le « quand on veut ». C'est-à-dire
le fait que la souveraineté soit soumise à la volonté arbitraire du roi. Alors, justement, ça, c'est une construction de la guerre. Alors, je reviens sur cette gravure. C'est la page de titre du Léviathan. Le Léviathan, c'est un ouvrage publié par Thomas Hobbes, le philosophe anglais, en 1651. Alors, le Léviathan, c'est un monstre, hein, c'est un géant, c'est ce personnage. Alors, vous ne le voyez peut-être pas très bien, mais ce personnage, son corps est composé de l'ensemble de la population dont il est le chef. Donc, en fait, il incarne le corps politique et, justement, l'ensemble de la population ne forme pas un corps politique autonome. L'ensemble de la population, elle est intégrée dans le corps du souverain. Donc, le souverain, c'est la population. C'est pas que la population est souveraine. C'est le souverain, la population, c'est le souverain. Donc, elle s'incarne dans lui. C'est ça que ça veut dire. Alors, vous le voyez, ce souverain, il a deux mains et il tient deux objets dans chaque main. Alors, dans la main gauche, il tient une crosse pontificale, c'est-à-dire qu'un des soutiens de son pouvoir, c'est la religion. Dans la main droite, il soutient une épée, et là, c'est le deuxième soutien de son pouvoir, c'est la force, c'est la guerre. Et donc, eh bien là, effectivement, on a deux fondements. Alors, il ne faut pas oublier que Thomas Hobbes est anglais, et qu'en Angleterre, il y a une religion qu'on appelle la religion anglicane. Et dont le chef de l'Église anglicane, c'est le roi. Alors, en France, c'est un petit peu différent. Je dirais que si le Léviathan incarnait la France, je dirais que l'épée, elle serait plus importante que la crosse pontificale. Alors, ça ne veut pas dire que la religion n'a pas d'importance, surtout à la fin du règne de Louis XIV. Hein. Louis XIV devient une sorte de souverain dévot. Mais quand même, on va le voir quand on va étudier justement la raison d'État. L'État se construit au début du XVIIe siècle en surmontant la dimension religieuse. Enfin, en l'intégrant malgré tout, mais en se présentant comme une instance qui transcende la dimension religieuse. Alors, donc voilà, la guerre est un fondement de la souveraineté. Donc, on l'a vu dans cette définition. Alors, concrètement, la guerre comme fondement de la souveraineté, ça veut dire que le roi, eh bien, exerce dans la guerre des pouvoirs qu'on qualifie au XVIIe siècle de extraordinaire. Alors, extraordinaire, ça ne veut pas dire magnifique, merveilleux, ça veut dire, c'est au sens littéral, extraordinaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'extraordinaire? Alors, l'ordinaire, c'est la loi. L'ordinaire, c'est la vie quotidienne, c'est la façon dont la vie est encadrée par la loi. Et donc, le roi, il a un pouvoir ordinaire, c'est le pouvoir de faire la loi, et c'est le pouvoir, donc, c'est ça le pouvoir ordinaire. Il y a des institutions judiciaires, il y a, des institutions administratives, etc. C'est ça le pouvoir ordinaire. Et puis, il y a des impôts ordinaires. Par exemple, alors un impôt qui avait été créé par Charles VII en 1439, c'est la taille. Et Charles VII, il avait créé cet impôt comme un impôt extraordinaire. Mais il s'est finalement installé définitivement et il est devenu donc un mode de financement ordinaire de l'État. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le pouvoir extraordinaire? Eh bien, c'est la capacité du roi à dépasser la loi. Et d'ailleurs, c'est même la définition de la monarchie absolue. Qu'est-ce que ça veut dire absolue? Ça vient du latin absolutus.
Et absolutus, ça veut dire délier. Quelque chose qui est absolu, c'est quelque chose qui n'est contraint par rien, qui n'est lié à rien. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir absolu? Eh bien, et qu'est-ce que c'est qu'un monarque absolu? C'est un monarque qui est délié de toute contrainte, et en particulier délié des contraintes de la loi. Et donc c'est ça la définition de la monarchie absolue. C'est le roi qui fait la loi et qui fait le pouvoir ordinaire, qui exerce le pouvoir ordinaire, mais c'est le roi qui, par sa propre autorité, a la possibilité d'aller au-delà de la loi, de la transcender. Et donc, c'est ça qu'on appelle les pouvoirs extraordinaires. C'est la capacité du roi à adopter des mesures, à exercer les modalités du pouvoir sans être contraint par la loi. Exemple, alors, vous savez qu'en France, il n'y a pas de constitution. C'est ça la monarchie absolue. C'est une monarchie qui n'est pas encadrée par une constitution, parce que le roi n'est pas soumis à la loi. Il y a cependant ce qu'on appelle au XVIIe siècle les lois fondamentales du royaume, c'est-à-dire des principes quand même qui sont censés encadrer la monarchie, notamment les règles de succession. Ça fait partie des lois fondamentales du royaume. Alors, parmi ces lois fondamentales du royaume, eh bien, il y a l'idée que pour créer un impôt, le roi doit obtenir le consentement du peuple en convoquant les États généraux. Or, ça, le roi ne le fait pas. Et qu'est-ce qui justifie le fait de créer des impôts? Alors, qui ont tendance à être provisoires, mais qui, on va le voir, s'installent de plus en plus définitivement, on l'a déjà vu d'ailleurs avec la taille. Qu'est-ce qui justifie de créer un impôt extraordinaire? La guerre. Pour répondre à l'urgence de la guerre, le roi a le pouvoir de récolter des moyens financiers. Alors, au-delà des impôts, il y a d'autres moyens qu'on qualifie d'extraordinaires. Par exemple, le crédit, emprunter de l'argent. Bon, bref, ce qui justifie beaucoup l'exercice de pouvoir extraordinaire, c'est la guerre. Et en plus, la guerre est elle-même un pouvoir extraordinaire. Parce que qu'est-ce que c'est que la guerre? C'est dépasser la loi. Bon, vous le savez, la loi interdit de tuer des gens. Bon, or, la guerre, c'est le fait de tuer des gens. Et donc, la guerre, c'est un dépassement de la loi. Et donc, par définition, la guerre, c'est du pouvoir extraordinaire. Et par exemple, mobiliser des hommes. Et en 1688, lorsque Louis XIV crée la milice royale, c'est-à-dire crée un service militaire obligatoire, donc forcer des hommes à s'engager dans l'armée pour aller faire la guerre et tuer des gens, ça c'est un pouvoir extraordinaire. Et donc voilà, la guerre vraiment définit le principe de la souveraineté absolue du roi. Et d'ailleurs, ça s'exprime beaucoup dans la symbolique de la monarchie. Vous voyez, alors, je vous avais parlé des Invalides il y a 2 semaines. Alors, voici à gauche le projet de plan des Invalides élaboré par Jules Hardouin-Mansart, qui est l'architecte du roi. Alors, voyez à droite la basilique Saint-Pierre de Rome. Vous voyez l'objectif, hein, c'est vraiment donner au roi une gloire, une grandeur quasi équivalente à celle du pape. Hein. Alors, malgré tout, ce n'est pas ce plan qui va être adopté finalement, mais quand même. Donc, ça, c'est un tableau que je vous avais montré il y a 2 semaines. Là, donc, c'est Louvois, qui est le secrétaire d'État de la guerre, qui présente le plan des Invalides à Louis XIV. Et donc, en fait, les Invalides, je vous avais expliqué que c'était en fait une mesure sociale. C'était une façon de venir au soutien des soldats. C'est une maison de retraite, c'est créer un système de retraite, quasiment. Mais justement, dans
les représentations de la monarchie, eh bien, les invalides sont présentés comme une gloire de Louis XIV. Vous avez plusieurs, bon, ça par exemple, hein, vous voyez ce tableau. Les invalides, et alors il y a quand même malgré tout, même si le plan de Jules Hardouin-Mansart n'a pas été retenu, malgré tout, il y a quand même il y a le dôme des Invalides, et puis il y a une église, l'église Saint-Louis des Invalides. Eh bien, c'est quand même cette partie-là qui exprime la grandeur de la monarchie. Maintenant, ensuite, l'établissement des Invalides, qui est dédié à l'accueil des soldats, bon, c'est une autre dimension, c'est une dimension plus pratique, là. Hein. Bon, il y a des réfectoires, c'est là que les soldats sont logés, etc. Donc, il y a une dimension glorieuse des Invalides. Alors, la gloire du roi, il faut aller au château de Versailles pour la voir. Donc, le château de Versailles, vous savez, il y a cette célèbre galerie des glaces, d'ailleurs qui a été conçue par Jules Hardouin-Mansart aussi. Et la galerie des glaces, elle relie deux salons, eux aussi conçus par Jules Hardouin-Mansart. Le salon de la guerre, que vous voyez ici, et donc là, vous voyez la porte, elle ouvre sur la galerie des glaces, et le salon de la paix. Donc, la galerie des glaces, elle exprime l'essence de la monarchie. Si vous regardez le plafond de la galerie des glaces, bon, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille de le faire, hein, quand même. Parce que là, c'est un vrai travail historique. Le plafond de la galerie des glaces, eh bien, c'est la représentation de la monarchie. C'est la monarchie en bande dessinée. Hein. C'est des représentations iconographiques qui illustrent l'essence de la monarchie de Louis XIV. Et justement, cette galerie des glaces qui illustre l'essence de la monarchie, elle s'insère, elle relie deux salons, le salon de la guerre et le salon de la paix. Or, la paix, qu'est-ce que c'est? C'est la non-guerre. Donc la paix, ça n'a de sens que par rapport à la guerre. Et donc, vous voyez le principe, l'importance de la guerre dans la conception de la monarchie. Alors, ensuite, il y a une infinie diversité d'instruments de célébration du roi. Et là, vous avez un exemple qui existe encore aujourd'hui, mais qui a été changé. C'est la place des Victoires. La place des Victoires, donc à Paris, alors la statue, c'est plus la même qui est présente aujourd'hui. Hein. Là, la statue, à l'origine, lors de l'inauguration en 1686, eh bien là, ce qu'on voit, c'est le roi qui est couronné par la victoire. Et donc, vous voyez, là aussi, la place des Victoires, c'est une façon de célébrer donc l'essence guerrière de la monarchie. Et puis ensuite, il y a beaucoup d'autres supports de diffusion de cette gloire royale. Il y a notamment ce qu'on appelle les almanachs royaux. Alors, un almanach royal, bon, c'est un almanach, c'est-à-dire un calendrier, avec une gravure. Et ça, c'est un instrument, véritablement un instrument de propagande, parce que, bien, les almanachs, c'est un usage dont tout le monde est susceptible d'avoir besoin. Alors, bon, ceux qui ont une activité professionnelle encadrée, etc., bon, mais même éventuellement presque un paysan, hein, c'est bien de savoir quel jour on est, etc. Bon, donc un almanach, c'est un instrument de la vie quotidienne. Or, ce qu'on appelle les almanachs royaux, ce sont des grandes affiches où le calendrier annuel est tout petit, et en revanche, la gravure qui célèbre la gloire du roi, elle est immense. Et donc, c'est une façon de diffuser alors pas dans tous les foyers, mais enfin, dans une grande quantité de foyers, l'image du roi. Eh bien, en temps de guerre, par exemple, c'est des images comme celle-ci. Là, vous avez Louis XIV au siège de Namur. Donc là, vous le voyez bien, qu'est-ce que c'est? Alors, en 1692. Hein.
1692, le siège de Namur. Une fois de plus, c'est une façon d'exprimer la gloire du roi. Donc voilà, la guerre, c'est vraiment quelque chose de structurant dans la souveraineté, dans la représentation de la monarchie. Alors, maintenant, la guerre, elle a aussi quelque chose de structurant dans la naissance et dans la conception de la raison d'État. Alors, qu'est-ce que c'est que la raison d'État? Alors, c'est la formulation. La formulation de l'expression raison d'État, elle date de 1589, mais c'est Machiavel qui en a élaboré en fait les éléments, mais il n'a pas utilisé. Alors, 1589, c'est un Italien qui s'appelle Botero, B-O-T-E-R-O, qui a formulé le concept de raison d'État, mais celui qui en a vraiment formulé la philosophie, sans employer d'expression, mais enfin le contenu, il l'a élaboré, c'est Machiavel. C'est-à-dire que le principe, c'est que l'État a ses raisons propres. Et que donc l'État, il n'est pas soumis à des impératifs qui le transcenderaient, notamment, par exemple, des impératifs moraux, des impératifs religieux. L'État fonctionne selon ses propres raisons. Et donc, ce principe-là, eh bien, il se développe en France pendant les guerres de religion. C'est un principe sur lequel vont s'appuyer Henri IV, et même Botero, il reproche à Henri III de nier la religion et de soumettre sa politique à la raison d'État. Et surtout, celui qui va vraiment le développer, c'est Louis XIII, avec le soutien de Richelieu. Alors, qu'est-ce que c'est que la raison d'État? C'est le principe qui fait dépasser le problème des guerres de religion en affirmant que tout Français, quelle que soit sa religion, qu'il soit catholique ou qu'il soit protestant, se soumet à l'autorité et aux normes de l'État. Et après, c'est l'État qui attribue à chaque individu des droits, et en particulier les protestants, ils ont des droits particuliers, mais des droits limités, qui ne sont pas les mêmes que les catholiques. Hein. Donc, qui sont beaucoup plus limités. Et puis d'ailleurs, en 1685, Louis XIV, il révoque l'édit de Nantes. Hein. Donc, la raison d'État, elle se construit en grande partie en France comme dépassement du facteur religieux, mais ça ne veut pas dire que le facteur religieux n'est pas est ignoré ou est totalement relégué. D'ailleurs, je dirais même, le facteur religieux se soumet à la raison d'État. Le roi, en particulier Louis XIII, et puis surtout, et ensuite Louis XIV, eh bien, comme le montre Thomas Hobbes, la religion, c'est un des appuis de sa souveraineté. Eh bien, exercer la raison d'État, c'est utiliser la religion comme un instrument de la souveraineté, et non pas comme une contrainte absolue. Le roi n'est pas... alors, bien sûr, utiliser la religion comme un instrument, c'est quand même au moins s'y soumettre, quand même, donner des éléments, des indicateurs de soumission à la religion. Hein, le roi ne peut pas ignorer la religion. Donc le roi s'appuie sur la religion comme un instrument de la raison d'État. Alors, c'est un paradoxe, puisque justement la raison d'État consiste à dépasser la religion. Hein. Bon, et d'ailleurs, Louis XIV va céder à ce paradoxe. À partir de 1685, là, il décide, eh bien, cette fois, de soumettre l'État à la religion, puisqu'il supprime l'édit de Nantes. Et là, il entre dans une phase de dévotion. Et même, il va même revendiquer de se soumettre à l'autorité du pape. Bon. Alors,
voilà la raison d'État, mais justement, lorsque Louis XIV décide de soumettre la raison d'État à la religion, eh bien, qu'est-ce qui justifie ça? Eh bien, son sentiment personnel, sa raison à lui. Et donc, dans une monarchie absolue, qui est le juge, qui est l'arbitre de la raison d'État? Le roi. La raison d'État, dans une monarchie absolue, elle a tendance à être la raison du roi. Alors, cela dit, on va le voir dans la deuxième partie, l'État, il a quand même des normes qui, des normes réglementaires, des normes même légales, etc. Hein. On ne peut pas construire un État de façon totalement aléatoire. Et donc, finalement, alors bon, vous connaissez cette formule, mais Louis XIV ne l'a pas dite, mais dans l'histoire, s'est construite l'idée que Louis XIV, en 1653, il aurait prononcé la phrase « l'État, c'est moi ». Bon, c'est sûr que s'il l'avait dit, ça serait assez juste. Hein. C'est vrai qu'il y a une tendance à soumettre la raison d'État à celle du roi, et notamment dans le domaine de la guerre. C'est ce qu'explique Fénelon à Louis XIV dans une lettre qu'il lui adresse en 1694. Alors, probablement cette lettre, Louis XIV ne l'a pas reçue, puisque Louis XIV l'a transmise à Madame de Maintenon, qui était initialement la maîtresse du roi, qui est devenue son épouse. Alors, et voilà et apparemment Madame de Maintenon ne l'a pas transmise à Louis XIV parce que c'est une lettre très agressive à l'égard de Louis XIV. Sire, on fit entreprendre à votre Majesté en 72 la guerre de Hollande pour votre gloire. Alors là, il dit on fit entreprendre, c'est-à-dire qu'il dit c'est à cause des ministres qui ont exercé sur le roi une forte pression. Et alors, pour votre gloire et pour punir les Hollandais, bon, etc. Et donc, voyez plus loin, elle n'a eu pour fondement qu'un motif de gloire et de vengeance. La vengeance, c'est un sentiment individuel. Bref, que reproche Fénelon à Louis XIV? Il reproche d'avoir fait des guerres, et notamment la guerre de Hollande, uniquement pour des motifs individuels. Et donc, effectivement, ça c'est le paradoxe, on va le voir. La guerre contribue à la souveraineté du roi, mais elle contribue aussi à la construction de l'État, et il va y avoir une tension entre les deux, puisque l'État, il impose ses normes. Et donc, le fait que la raison d'État soit soumise à la raison du roi, on va le voir, c'est un facteur déstabilisant. Alors, voyons maintenant donc la guerre et la construction de l'État. Alors, tout d'abord, la guerre, on va voir comment se construit un pouvoir civil de contrôle de l'armée. Alors, ce pouvoir civil du contrôle de l'armée, il s'appuie déjà donc sur la charge, la fonction de secrétaire d'État de la guerre. Et donc, le secrétaire d'État de la guerre qui incarne cette construction institutionnelle, c'est Louvois. Alors, la fonction de secrétaire d'État de la guerre, elle apparaît en 1571. Mais c'est une fonction qui n'est pas encadrée, qui n'est pas bien délimitée. Et bon, dans les archives de l'État de cette époque, le secrétaire d'État de la guerre, on le voit quasiment pas. On le voit très peu. Alors, dans les archives, on commence à voir l'activité du secrétaire d'État de la guerre, notamment sa correspondance, à partir des années 1630. Et la quantité d'archives explose dans les années 1660, et en particulier, donc, au moment où Louvois, alors qui succède à son père, Le Tellier, Michel Le Tellier, qui était avant lui secrétaire d'État de la guerre. Et là, alors,
la production, alors il faut faire attention à la production d'archives, parce que est-ce que le fait que la production d'archives est considérable, enfin, est-ce que le fait qu'on ait beaucoup d'archives aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que la production était considérable, ou est-ce que ça veut dire que ces archives ont été mieux conservées, qu'avant elles existaient mais elles ont disparu pour une raison X ou Y, etc. Il faut faire attention quand on fait de l'histoire, il faut avoir conscience de l'enjeu des archives et du rôle que les archives peuvent avoir sur notre interprétation. Donc, quand vous regardez les archives du secrétaire d'État de la guerre, on a tendance à dire de 1571 aux années 1630, il n'existe quasiment pas. Des années 1630, parce qu'il n'y a pas d'archives. Des années 1630 aux années 1660, son pouvoir se construit parce qu'on commence à voir des archives. Et à partir des années 1660, son pouvoir, là, se développe considérablement parce qu'il y a énormément d'archives. Alors, je pense que là, tous les historiens qui ont travaillé sur ces archives pensent que finalement, les archives reflètent, et ces archives-là, cette problématique, ça reflète la réalité. Oui, parce que, vous savez, il faut croiser avec d'autres archives. Et si on croise avec d'autres archives, eh bien, on voit bien que, effectivement, à partir des années 1660, le secrétaire d'État de la guerre exerce un rôle très important parce qu'on voit des archives, on le voit présent dans d'autres archives. Notamment, je vous donne un exemple, vous allez aux archives nationales, et vous voyez la série G7. La série G7, c'est les archives du contrôleur général des finances. Eh bien, on le voit qu'à partir des années 60, la problématique de la guerre, le secrétaire d'État de la guerre, etc., on le voit beaucoup apparaître dans les archives du contrôleur général des finances. Vous voyez, ça, c'est croiser les archives qui permettent donc de bien asseoir la démarche historique. Donc, alors, le secrétaire d'État de la guerre, en particulier donc Louvois. Alors d'ailleurs, vous voyez cette représentation. Louvois, c'est un marquis. Comment est-ce qu'on représente traditionnellement une grande figure noble? Bon, on le représente de façon glorieuse. Est-ce que vous trouvez que ça, c'est une image glorieuse? Et c'est plutôt très austère. Hein. Il est assis, il est habillé en noir, il n'est pas du tout dans une posture glorieuse, mais qu'est-ce qu'il a sous la main? Une carte. Et donc là, ça montre qu'est-ce qui fait l'essence du personnage de Louvois? C'est son activité. C'est son activité de gestion de la guerre. Et effectivement, d'ailleurs, il y a un autre élément, c'est qu'en 1688, Louvois crée le dépôt de la guerre, c'est-à-dire le lieu de conservation des archives. Et dans le dépôt de la guerre, on accumule aussi toutes les données qui permettent au secrétaire d'État de mener la guerre. Par exemple, tous les rapports, tous les mémoires qui sont envoyés par les officiers qui font des opérations de reconnaissance sur le territoire ennemi. Et donc, ils font des mémoires, c'est-à-dire qu'ils décrivent une forteresse, ils décrivent même la région dans laquelle les armées françaises sont susceptibles d'aller mener des opérations. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des mémoires. Et puis, de plus en plus, les officiers qui rédigent ces mémoires et ces reconnaissances, eh bien, ils produisent une cartographie. Et d'ailleurs, dans les années 1690, le corps des ingénieurs, alors les ingénieurs du roi, c'est ceux qui s'occupent des fortifications, hein, c'est ceux qui gèrent les fortifications, eh bien, le corps des ingénieurs du roi va intégrer une nouvelle catégorie, la catégorie des ingénieurs géographes. Et les ingénieurs géographes, ils font des cartes et des analyses géographiques pour faire la guerre. C'est une fonction militaire. Alors, vous savez, il y a un géographe dans les années 1970 qui s'appelle Yves Lacoste et qui avait formulé une thèse très intéressante et qui est souvent citée. Yves Lacoste avait dit la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Bien là, historiquement, c'est totalement vrai, parce que Yves Lacoste ne parlait pas
du règne de Louis XIV. Hein. Mais c'est vrai, effectivement, la géographie, elle s'est construite institutionnellement, disciplinairement, dans la sphère de la guerre. Et donc, pour que le ministre... Alors, ministre, attention, un ministre, c'est un titre, mais sa fonction, c'est secrétaire d'État. Louvois n'est pas ministre de la guerre. Hein. Dans la monarchie, on ne dit pas ministre de la guerre, on dit secrétaire d'État de la guerre, mais qui porte le titre de ministre. Il ne faut pas confondre les deux. Alors, donc, ces éléments cartographiques permettent de gérer la guerre de façon centralisée. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs, c'est ce qu'on appellera plus tard la stratégie de cabinet. Le roi, en accord avec le secrétaire d'État de la guerre et éventuellement quelques officiers généraux, notamment l'un d'entre eux, Vauban, eh bien, peut maîtriser, contrôler les opérations. Quand on dit au roi, voilà, on a des troupes, on a tant de milliers d'hommes qui sont présents à tel endroit, qui vont faire le siège de telle ville, eh bien le roi, il voit ça sur une carte. Et donc, le roi et le secrétaire d'État de la guerre, et Vauban, etc., il voit aussi comment ensuite, si la ville est prise, où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut viser, comment on peut mener une campagne, etc. Donc il y a quand même une maîtrise centralisée, qui peut être centralisée de la guerre. Alors après, il y a une problématique, c'est que, notamment quand on fait la guerre en Italie, pour envoyer les instructions aux armées, ça prend au minimum 2 semaines. Or, vous le savez, en temps de guerre, en 2 semaines, il peut se passer beaucoup de choses. Hein. Bon, mais ça, on y reviendra, hein, quand on abordera la question de la gestion du territoire. Alors, donc, le secrétaire d'État de la guerre, c'est une institution qui se développe, et Louvois, il a un pouvoir immense, et d'ailleurs, il a exercé une charge, et on peut même dire une surcharge, hein, parce que Voltaire, par exemple, dira plus tard que Louvois, il est mort de surcharge de travail. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'il contrôlait tout, et le problème, c'est que quand même le département de la guerre, c'est-à-dire l'administration du secrétaire d'État de la guerre, au maximum, c'est à peu près 40 personnels. Bon, c'est pas beaucoup pour un ministère. Hein. Bon, et d'ailleurs, ces personnels, on les appelle les commis. Les commis du secrétaire d'État, alors qui de plus en plus sont spécialisés, chacun, alors vous avez des grands commis, chacun ont des fonctions particulières, bref, la gestion de l'armée s'institutionnalise. Alors, il y a un deuxième acteur, il y a un deuxième type d'acteur de l'encadrement civil de la guerre, ce sont les intendants. Alors là, vous avez une lettre de mission, alors qui date, alors oui, bon, donc sur la version, vous n'aurez pas cliqué pour ajouter un titre, hein, donc qui date des années 30, mais les missions des intendants n'évoluent pas, hein, donc cette lettre, elle dit bien les missions militaires, parce que là, ce sont des intendants qui sont envoyés dans un espace guerrier, en Lorraine, dans les années 30. Eh bien, vous voyez, alors les intendants, hein, ils sont systématisés sous Louis XIII à partir de 1635, et là, 1635, c'est l'entrée de la France dans la guerre de 30 ans. Eh bien, la guerre, c'est un facteur, là aussi, qui est décisif pour la définition des fonctions des intendants. Donc, les intendants, ils exercent dans leur ressort, qu'on appelle une généralité, eh bien, un pouvoir qui est complet, judiciaire, administratif, fiscal, mais une de leurs principales missions, c'est gérer. Alors, gérer la guerre. Comment gérer la guerre, par exemple, à l'intérieur du royaume, là où il n'y a pas de guerre? Eh bien, à l'intérieur du royaume, les troupes se déplacent. Quand il y a des moments de mobilisation, eh bien, il faut que les soldats qui sont mobilisés dans un endroit rejoignent le front. Et puis, il y a un autre phénomène qui est fondamental. Il y a ce qu'on appelle les quartiers d'hiver. Qu'est-ce que c'est que les quartiers d'hiver? Les quartiers d'hiver, c'est la période
c'est l'hiver. Pendant la guerre, on ne fait pas beaucoup d'opérations pendant l'hiver. Alors, attention, hein, les quartiers d'hiver, ça n'est pas une trêve. Ça n'est pas une convention adoptée, signée avec l'ennemi. Mais c'est une obligation. Il faut suspendre la guerre pendant les quartiers d'hiver pour alimenter l'armée, pour recruter de nouveaux soldats, tous ceux que l'on a perdus pendant la campagne avant. En gros, on fait la guerre en été et on se repose en hiver. Mais quand même, en hiver, il peut y avoir des combats. Enfin bon, c'est tout à fait... Mais c'est risqué de lancer une opération militaire en hiver parce que en hiver, c'est plus compliqué de trouver de la nourriture pour les soldats et surtout, vraiment, le facteur logistique le plus contraignant, c'est pas tellement la nourriture des soldats, c'est la nourriture des chevaux. Parce que un soldat, si vous ne le nourrissez pas, ben, il tue son camarade et il le bouffe. Bon, bref, ou il fait du pillage, surtout. Bon, un soldat, si vous ne le nourrissez pas, il arrive à peu... Bon, il vaut mieux le nourrir, hein, mais il peut se débrouiller lui-même. En revanche, un cheval, si vous ne le nourrissez pas, il meurt. Donc là, la contrainte de l'alimentation des chevaux, eh bien, elle est indépassable, insurmontable. Donc, non, elle est indépassable. Et pour la surmonter, justement, il faut éviter de faire la guerre en hiver. Donc, les soldats, pendant les quartiers d'hiver, on ne peut pas non plus les loger sur les frontières, tous, parce qu'il faudrait apporter dans les endroits où ils sont logés des quantités de nourriture, ingérables. Donc, en fait, pendant les quartiers d'hiver, les soldats ils sont répartis dans tout le royaume. Et donc, au moment des reprises des opérations, au printemps, eh bien, les soldats se déplacent pour rejoindre le front. Eh bien, jusque dans les années 60, eh bien, les soldats, lorsqu'ils se déplaçaient à l'intérieur du royaume, ils avaient tendance à faire des petites scènes de pillage, de ce qu'on appelle de maraude. La maraude, c'est pas vraiment du pillage, c'est plus du vol, etc. Bon. Et donc, le pouvoir des intendants, c'est d'organiser le déplacement des soldats, notamment en créant des magasins et en donnant à chaque soldat ce qu'on appelle des feuilles de route. Qu'est-ce que c'est qu'une feuille de route? C'est la trajectoire, le parcours d'un soldat qui est régulé par le fait que tel jour, il doit être présent dans tel magasin, le lendemain dans tel autre, etc., etc. Le parcours des soldats dans le royaume est encadré et c'est géré par les intendants qui doivent gérer les magasins dans lesquels les soldats vont pouvoir trouver de la nourriture. Voilà. Mais alors, dans les armées, il y a des intendants aussi. Il n'y a pas que des intendants territoriaux. Dans les espaces territoriaux, dans les espaces frontaliers, eh bien, il y a des intendants, et ces intendants, ils sont délégués auprès des armées. Et là, l'intendant, il a son mot à dire auprès des généraux pour, par exemple, si le général dit « je veux lancer une opération, je veux faire le siège de telle ville », eh bien, c'est à l'intendant de gérer la logistique pour faire en sorte que les soldats aient des munitions, des armes, de la nourriture. Et là, si l'intendant lui dit « ah mais non, mais là, c'est pas possible, parce que vous allez vous engager trop loin, je ne pourrai pas créer un système de logistique, etc. », eh bien, l'intendant peut avoir un impact sur la planification des opérations. Donc, les intendants, vous voyez qu'ils jouent aussi un rôle dans la gestion de la guerre. Or, les intendants, alors ceux qui sont dans les armées, ils sont sous l'autorité du secrétaire d'État de la guerre, alors que les autres, ceux qui sont à l'intérieur du territoire, sont sous l'autorité du contrôleur général des finances. Mais bon, c'est une façon, vous le voyez quand même, de tenir la guerre entre les mains de l'autorité civile
les intendants, le secrétaire d'État de la guerre. Mais il y a aussi une façon d'encadrer militairement le cadre militaire. Alors, là, encadrer militairement, c'est déjà, alors on l'a vu, créer la structure régimentaire. Qu'est-ce que c'est qu'un régiment? Un régiment, c'est une structure administrative. Ça n'est pas une structure opérationnelle. Par exemple, dans une bataille, on ne met pas un régiment, on met les subdivisions du régiment, c'est-à-dire on met des bataillons. Donc vous avez un régiment qui, dans une bataille, peut avoir un bataillon à tel endroit, un bataillon à tel autre endroit. Et vous avez même des régiments qui peuvent avoir des bataillons sur un front et un bataillon sur un autre front. Alors, bataillon ou compagnie. Donc, le régiment, c'est essentiellement une structure administrative. Et donc, on crée la structure régimentaire, notamment, elle s'impose, alors elle existait dans l'infanterie, mais elle était limitée, on l'a vu, avec la création de l'armée permanente, la structure régimentaire s'installe. Même chose pour la cavalerie. À partir de 1672, il y a des régiments permanents de cavalerie. Bref, la structure régimentaire se renforce. Alors, dans le régiment, il y a une fonction qui est la fonction du major. Et là, vous voyez la définition de la fonction du major par un théoricien qui s'appelle le sieur de Lamont. Il dit, qu'est-ce que c'est que les missions du major? Surveiller à tout ce qui regarde les intérêts de Sa Majesté comme son procureur général pour le fait de la guerre. Voilà, le major, c'est le procureur du roi. C'est celui qui gère le régiment, ses finances, qui gère les effectifs, etc. Bon, pas la discipline, mais il gère administrativement le régiment. Et il y a une autre fonction, qui est la fonction d'inspecteur. Alors, les inspecteurs, ils sont par armes. Inspecteur de la cavalerie, inspecteur de l'infanterie, etc. Et voilà la première lettre envoyée par Louvois à un inspecteur, c'est la lettre envoyée au sieur Martinet. Donc, voilà sa mission. Informer Louvois de l'état des troupes, si elles font l'exercice bien ou mal, faire entendre aux officiers d'infanterie les soldats qu'ils doivent garder ou changer, les réparations qu'il faut qu'ils fassent aux armes et aux habits de leur compagnie. Donc, vous voyez, la fonction de l'inspecteur, c'est vraiment gérer administrativement, logistiquement, matériellement le régiment. Et donc, l'armée, elle aussi, se structure militairement. Donc, voilà, la construction de l'État, voilà ce que c'est sur le plan militaire. Et donc, on le voit, l'armée est quand même de plus en plus encadrée, gérée, et une des manifestations concrètes, c'est que les pillages provoqués à l'intérieur du royaume par les militaires disparaissent. Parce qu'ils sont mieux nourris, ils sont mieux gérés, leurs déplacements sont gérés par les feuilles de route, etc., etc. Bon, désormais, alors les soldats peuvent continuer à piller, mais sur les territoires ennemis. Mais sous le règne de Louis XIV, les scènes de pillage qui avaient été décrites par Callot, on l'a vu tout à l'heure, eh bien, ça disparaît. Alors malgré tout, il y a des petites formes de délinquance, notamment la contrebande, parfois du vol, et puis surtout, ça c'est un élément très important qu'on verra dans la troisième partie, surtout, le fait que les soldats sont logés chez les habitants. C'est ce qu'on appelle le logement des gens de guerre. Tout Français, sauf ceux qui sont privilégiés. Et d'ailleurs, vous savez, quand on dit quels sont les privilèges de la noblesse, le privilège de la noblesse, on dit toujours, c'est de ne pas payer d'impôts. Eh bien, oui, c'est vrai. Mais un des privilèges les plus importants, c'est que le noble n'est pas soumis au logement des gens de guerre. Et je dirais même que symboliquement, ce privilège-là, c'est le plus important.
Pourquoi? Parce que être soumis au logement des gens de guerre, ça veut dire que vous êtes obligé d'héberger chez vous un ou plusieurs soldats, le nourrir, l'héberger, et puis parfois, bon, il y a des moments où le soldat ne se comporte pas toujours très bien, etc. Et puis il y a même des scènes d'agression sexuelle, voire de viol, de la part du soldat, hein, il y a des scènes quand même de délinquance qui arrivent. Alors, maintenant, après, le soldat, s'il fait ça, il peut être poursuivi judiciairement, mais le viol, ça c'est un crime de guerre qui est fréquent. Il se manifeste souvent par le fait que la femme qui subit le viol n'ose pas déposer plainte, parce que déposer plainte, c'est rendre son viol public et c'est se déshonorer, puisqu'on est dans une société où on considère à cette époque que l'honneur de la femme, c'est de préserver si elle est jeune, sa virginité, etc. Bon, donc vous voyez que là, il y a une violence militaire qui s'applique de façon particulière aux victimes féminines et qui n'ont pas toujours les ressources. Alors, en général, d'ailleurs, qui porte plainte, enfin, qui peut porter plainte pour viol aussi, ça peut être le frère, le mari, le père. Mais lui non plus, lui aussi, a tendance à ne pas vouloir rendre public le viol de sa femme, de sa fille ou de sa mère, etc. Parce que il considère lui aussi que c'est la déshonorer. Et c'est ce même déshonorer lui, parce qu'on pourrait lui reprocher de ne pas être intervenu, de ne pas avoir empêché le viol. Enfin bon, bref. Le logement des gens de guerre, il est en général plus calme que ça, mais il peut dégénérer quand même. Eh bien, avoir le privilège de ne pas être obligé de loger des gens de guerre et de ne pas s'exposer à ce risque, eh bien, c'est considéré comme un privilège important. Donc, voyez, l'encadrement militaire et disciplinaire il reste encore, on va le voir, un peu limité, notamment dans la gestion du logement des gens de guerre. Et c'est seulement à la fin du règne de Louis XIV, oulala, j'ai dépassé le temps, donc je vais m'arrêter. C'est seulement à la fin du règne de Louis XIV qu'on crée, à partir des années 1680, qu'on crée un système d'encasernement. C'est-à-dire que pendant les quartiers d'hiver, et même quand ils sont en temps de paix, les soldats sont enfermés dans des casernes. Ils ne sont plus logés chez les habitants. Cela dit, après, quand ils doivent se déplacer, ils continuent à être logés chez des habitants s'il n'y a pas de réseau de casernes dans tout le pays. Enfin, ça va se faire. Au début du XVIIIe siècle, il y a un réseau qui va se construire. Donc, ça, c'est un élément important quand même. Voyez, la construction de l'État, c'est aussi, pour gérer la guerre, l'armée, c'est la construction du réseau d'encasernement, mais c'est assez tardif. Ça vient seulement à la fin du XVIIe siècle. Bon, et nous verrons donc la prochaine fois la problématique de financer la guerre pour terminer cette deuxième partie que j'aurais dû terminer aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave.